Pour tous les artistes, il y a un geste de travail qui est très proche de celui de l'artisan. D'ailleurs, je considère on fait de l'artisanat. Être chercheur en début de semaine et donner des concerts dans les plus grands festivals le week-end vous semble au premier abord étonnant ? Vous avez sûrement déjà vu Sébastien Wolf sur scène avec son groupe Feu Chatterton. Il est aussi chercheur au département de biologie de l'ENS. Nous l'avons retrouvé à Paris Santé Campus, où il nous a parlé de son parcours, de sa musique, mais aussi de ses recherches qu'il mène à l'interface de la biologie, de l'intelligence artificielle et des neurosciences. Entretien trajectoire du labo au studio avec Sébastien Wolf. Première. Première. Il n'y en aura pas d'autres. Donc je dis Sébastien Wolf, trajectoire première. Sébastien Wolf, trajectoire première. Bonjour Sébastien, vous êtes musicien et chercheur, ou chercheur et musicien, comment vous vous présentez aux autres? Ça dépend à qui. Mais non, souvent je me présente plutôt chercheur et musicien. Disons que ça va dépendre un peu de l'interlocuteur. Évidemment, c'est ces deux carrières dont on va parler, je crois, qui sont parallèles. Il y a des liens, mais qui ne sont pas évidents, donc il n'y a pas d'ordre pour moi. À la base, quelle formation musicale avez-vous? J'ai une formation musicale assez basique, on dira. J'ai fait des cours particuliers de piano depuis l'âge de 9 ans, 8 ans et demi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait d'école. J'en ai fait pendant longtemps, jusqu'à presque mes 18 ans. J'ai pas fait d'école supérieure de musique, j'ai pas fait de conservatoire. J'ai appris la guitare en autodidacte. Et voilà. Donc, à la différence de la science, la musique n'est pas un métier où j'ai été formé, on va dire. Avant de vous lancer dans la musique, est-ce que vous en écoutiez beaucoup? Est-ce que vous avez une famille de musiciens, par exemple Non, j'ai pas une famille de mélomanes. Enfin, des gens qui aiment la musique, mais qui ne sont pas des musiciens en soi. Au contraire, qui sont plus tournés vers le texte. Mon père était plasticien et critique d'art. Ma mère est sociologue de formation. Donc j'ai découvert la musique par moi-même. Après, j'ai une mère brésilienne qui m'a fait découvrir énormément de musique du Brésil. Et mon père qui était un grand fan de jazz. Mais je viens pas d'une famille du tout de musiciens. J'ai écouté de la musique par moi-même comme tout adolescent. Et avec mes copains de l'époque, on s'est mis à faire de la musique et ça a donné le groupe dans lequel je suis aujourd'hui, Feu Chatterton. Okay. Et c'était la même musique du coup vous écoutiez? C'était plutôt ou du classique ou non, le même genre? Non, j'écoute encore. Hein. De la musique, du jazz, de la musique classique, mais aussi surtout beaucoup de rock alternatif, de rock des années 70, notamment des groupes comme les Pink Floyd, Led Zeppelin, des classiques, même les Talking Heads, Television, énormément de groupes de cette période, et aussi des groupes plus récents, vraiment jusqu'à aujourd'hui, je dirais LCD Sound System, Tame Impala, c'est toute une... Je viens vraiment de cette partie-là de la musique, du rock alternatif, du rock progressif aussi. J'étais un grand fan de Yes. Donc après, j'ai mélangé ça au jazz, à la musique brésilienne, à la chanson française, mais mon origine musicale, vraiment, c'est le rock progressif. Ok. Et du coup, vous pourriez dire qu'il y a un groupe ou un artiste qui vous a inspiré ou qui vous a donné envie de faire de la musique? Oui, il y a un artiste... je pense en particulier qui m'a beaucoup inspiré, c'est Radiohead. Enfin, c'est un groupe de musique que j'écoutais énormément adolescent, dont j'étais un grand fan, et dont les concerts que j'ai vus, notamment le premier que j'ai vu à Bercy, m'ont fait vraiment rêver. Et après, évidemment, quand on fait de la musique, aujourd'hui j'en parle comme quelque chose de professionnel, tous les musiciens et les jeunes adolescents qui ont écouté ces groupes-là, et qui en écoutent aujourd'hui, et ils vivent des émotions fortes quand ils les écoutent et pendant les concerts, mais jamais ils envisagent d'en faire leur métier. C'est un coup de chance.
Est-ce que vous puisez l'inspiration dans d'autres formes d'art, dans le cinéma, dans la peinture, le dessin? Ouais, bien sûr. Mes inspirations dans ma musique, elles viennent évidemment de d'autres, pas seulement de la musique. C'est pas seulement d'art, d'ailleurs. Enfin, aussi beaucoup juste de la vie, d'événements, d'émotions qu'on peut vivre indépendamment des arts. Mais oui, le cinéma, c'est une grande influence, notamment parce que je fais aussi de la musique pour le cinéma et pour la télévision. Ça l'est aujourd'hui concrètement, mais depuis le début, même dans la musique de Feu Chatterton, il y a une part assez cinématographique dans notre manière de composer. Donc c'est quelque chose qui influence énormément. La littérature, évidemment, parce qu'on est un groupe dont l'essence est de travailler à partir de textes, que ce soit des textes du chanteur ou des textes de poètes. Donc non, tout ça, c'est évidemment, tous les arts font partie de ce qui m'inspire. Donc ça fait partie du processus de création musicale. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Comment ça se passe Est-ce que vous avez un peu d'inspiration tous les jours ou vous vous posez pour composer ou écrire Ça dépend, non, c'est un travail, hein. Je pense qu'il y a un fantasme autour des artistes. Une sorte de croire que les artistes, les choses tombent du ciel. Il y a des moments où ça tombe du ciel, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de moments qui sont l'ordre de l'artisanat. On va faire de la musique, ou on va à l'atelier peindre, ou on se met à la table pour écrire. Pour tous les artistes, il y a un geste de travail qui est très proche de celui de l'artisan. D'ailleurs, je considère qu'on fait de l'artisanat. Après, par chance, c'est une vocation universelle qui touche beaucoup de gens, et du coup, les gens l'appellent art. Mais en fait, on est vraiment à cet endroit-là, et moi, les inspirations, je peux évidemment les avoir quand je sais pas, je me balade dans la rue ou je suis à vélo. Évidemment, on a plus d'inspiration quand on est seul, quand on se retrouve avec soi-même. Ça, mais c'est pas. On en a énormément quand on se pose au studio, seul, face aux instruments, et qu'on essaie de chercher des choses qui viennent. Alors, il y a des phases où on en a moins, mais au même titre que dans n'importe quel travail, il y a des phases où on est moins efficace. Et donc, il y a beaucoup de moments de doute, de moments où on n'est pas inspiré, on appelle ça comme ça. Et ça, c'est sûr que mais on ne peut pas le prévoir. C'est des semaines où tout d'un coup, on a beaucoup d'idées, et puis pendant des mois, on raconte tout le temps la même chose, donc on s'embête soi-même. Donc il faut essayer de trouver comment passer ces frontières dans notre inspiration. Est-ce que c'est un processus solitaire ou c'est plus en groupe? C'est les deux, c'est beaucoup évidemment en groupe vu qu'on c'est pas forcément en groupe, on est 5 dans le groupe, c'est pas forcément en groupe à 5, on travaille souvent en plus petites équipes, mais ça peut être aussi solitaire. Il n'y a pas vraiment de règles. Après, on travaille évidemment beaucoup en collectif, donc on est aussi une entité qui se partage ses inspirations en direct et qui crée comme ça une musique qui a un mélange des inspirations de chacun. Donc il n'y a pas de règle, vraiment. Et chaque album est différent. Par exemple, vous avez travaillé avec Arnaud Rebottini sur le dernier. Oui. Quelle place le choix d'un producteur occupe-t-elle dans le résultat final pour vous? Ben ça, c'est tout un interview, ça. Quel est le rôle d'un producteur dans la musique? Il a un rôle fondamental. Récemment, il y a Quincy Jones qui est décédé. C'est le producteur, donc ce qu'on appelle le producteur pour les gens qui ne connaissent pas forcément, c'est pas celui qui met l'argent pour produire le disque, c'est quelqu'un qui va être en studio. On appelle producer aux États-Unis, en France on va appeler ça plutôt réalisateur. Et c'est quelqu'un qui va être en studio avec un artiste ou avec un groupe et qui va transformer sa musique, mais pas en y touchant particulièrement, parfois en donnant juste des conseils ou en proposant des idées ou en proposant même un instrument. C'est quelqu'un qui va accompagner l'artiste. Et donc, il peut avoir différentes positions. Il peut, comme Quincy Jones, arranger, donc écrire des partitions pour certaines sections musicales, donc que ce soit par exemple une section d'orchestre ou une section de cuivre, ou simplement être là, comme je pense à un grand producteur qui s'appelle Rick Rubin, être en studio et donner une énergie dans le moment de travail, au même titre que dans une équipe de recherche.
le chef d'équipe, comme on appelle, eh ben, il a des post-doctorantes, des post-doctorants, des thésards, des thésards. Il a tout un ensemble de gens qui vont essayer de travailler à résoudre des problèmes scientifiques. Et lui, il doit les guider dans ce processus. Et donc le producteur, il a, pour le travail artistique avec un groupe, il peut avoir un rôle clé dans simplement la capacité que parfois n'ont pas certains artistes, c'est de faire des choix par rapport aux idées qu'ils ont. Ils vont avoir trop d'idées, donc il va falloir pêcher là-dedans. Par exemple, Arnaud Robotini, dans le dernier album, a été très utile pour ça. Il a aussi apporté beaucoup d'instruments, de synthétiseurs en fait, qui font partie de sa musique, qu'il a amené, avec lesquels nous on a pu jouer et qui ont donné une patte aussi au disque. Chaque producteur va apporter des choses différentes, il n'y a pas vraiment de règles. Nous, avant, on a travaillé avec un autre producteur qui s'appelle Sami Osta, qui est connu pour avoir fait La Femme, par exemple, aussi, et qui nous a aussi guidés à d'autres endroits qui ne venaient pas des synthés. Lui, il venait beaucoup plus du rock, de la musique anglo-saxonne. Donc il y a, à chaque fois, un producteur doit trouver son rôle en fait dans le processus artistique de l'artiste. Voilà, c'est difficile à définir et pourtant c'est central. Voilà. Concrètement, dans une semaine type, comment ça se passe pour jongler entre les deux? Les semaines, elles se ressemblent pas trop. Il y a des semaines où ça peut être comme ça, effectivement. Il y a des semaines où ça va être que de la recherche parce qu'il n'y a pas forcément de travail en musique. Il y a des semaines où c'est plutôt la recherche la journée et des concerts le soir. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que ça dépend des périodes aussi. Donc dans le travail d'un musicien, il y a différentes périodes, surtout quand, dans mon cas, on est à la fois compositeur et interprète. Donc il y a des phases où on fait que de la composition. Donc typiquement entre deux albums, et notamment quand il y a des musiques plutôt pour le cinéma à faire. Il y a des phases où je fais beaucoup de concerts, donc là où c'est centré sur la tournée. Donc je dirais que typiquement, quand je suis en tournée, eh ben, je vais pouvoir être au labo physiquement en début de semaine, donc jusqu'au mercredi, jeudi. Souvent le jeudi ou le vendredi, je vais avoir des dates, et le week-end. Et donc, je pars en tournée avec des données. Aujourd'hui, bon, le télétravail est quelque chose qui paraît totalement normal. Quand j'ai commencé ma thèse, je faisais déjà ça. Et je faisais mes manips en début de semaine et je partais avec les données. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des concerts, on a des journées qui sont assez vides. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. On arrive dans une ville souvent le matin à 8h, 8h30, 9h. Et du coup, toute la journée, moi, j'étais à l'hôtel et je travaillais sur ma thèse, je travaillais sur mes recherches. Donc ça, c'est la journée quand je suis en tournée, et puis la journée quand c'est à Paris. Et parfois, je vais au studio. Souvent, c'est plutôt en fin d'après-midi, parce qu'on a les métiers de la musique sont souvent on travaille mieux le soir, quoi, pas trop le matin. Voilà. Et donc le matin jusqu'au milieu de l'après-midi, je peux être au labo tranquillement, et puis je vais au studio et j'y vais aussi le week-end. Il n'y a pas vraiment de règles très organisées, hélas. Enfin, je sais pas si c'est ce qui est aussi grisant, c'est qu'en fait j'ai des journées qui peuvent changer très régulièrement, et parfois quand il y a des choses qui sont frustrantes dans la musique, je peux retourner au labo pour me changer les idées. Et inversement, quand il y a des choses qui sont frustrantes dans la recherche, je peux aller au studio pour me changer les idées. C'était ma question d'après, comment on fait quand on est musicien pour déconnecter de sa partie chercheur et inversement? C'est facile. En fait, au contraire, on peut passer de l'un à l'autre. La chance que j'ai, c'est que je fais deux métiers qui sont des passions, des loisirs, même je dirais plutôt que des passions. Passion, ça fait un truc un peu particulier. C'est des loisirs, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être forcé de travailler. En fait, je fais des choses que j'aime faire. Donc tant qu'il y a ça, il n'y a pas de problème pour switcher de l'un à l'autre. J'aime aller faire de la recherche, analyser des données, faire des manips, je retrouve le calme du labo pour ça. Et inversement, j'aime aller en studio, composer ou être en tournée. Mais il y a des moments où on peut en avoir marre et je suis content de retrouver le calme du labo. Donc
le switch, il est pas difficile quand on parle du travail. Le problème qu'il y a évidemment dans tous les boulots, c'est qu'il y a le milieu autour, le milieu des gens. Et donc, ce qu'il faut apprendre, c'est à switcher, parce que c'est des gens qui n'ont rien à voir. Voilà, des gens qui pensent différemment, qui sont intéressés par des choses différentes. Donc ça, c'est à cet endroit-là que parfois, notamment la musique, évidemment, c'est un milieu qui est dans la représentation. Quand on sort du studio et qu'on parle juste de là, ce qu'on est en train de faire, une interview, c'est un positionnement par rapport à soi-même qui est bizarre. Je suis en train de parler de ma vie comme si c'était important. Donc là, ça, il n'y a pas ça dans la recherche. Donc il faut être dans la recherche. Bon, là, on le fait parce que vous vous intéressez à moi, parce que je suis dans Feu Chatterton. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas ça dans la recherche. On a le calme, aussi de l'humilité, de la simplicité. Et ça, c'est quelque chose de très précieux qu'il n'y a pas dans la musique. Tout d'un coup, on arrive dans un milieu de la musique, il faut être un peu différent. Voilà. Voilà. Et ça c'est ce switch-là qui est souvent plus compliqué. Et comment les gens du monde de la musique réagissent-ils quand ils apprennent que vous êtes chercheur? Est-ce qu'ils le savent? Oui, ils le savent comme ça, ils le savent. Oui, ils le savent. Après, honnêtement, les milieux artistiques, en plus, j'ai de la chance maintenant d'être, on va dire, dans un groupe qui est installé, donc je pense au début, évidemment, quand on commence quelque chose, on doit faire ses preuves, entre guillemets, donc c'est pas idéal de raconter toute sa vie. Mais par contre, en fait, au bout d'un moment, quand on est un artiste, qu'on fait de la musique, qu'on est installé, ils s'en foutent. Enfin, en fait, la réalité, c'est qu'il y a tous les artistes font d'autres choses. Je veux dire, que ce soit les écrivains, les plasticiens, les réalisateurs, les réalisatrices, enfin, dans tous les milieux, ils font d'autres choses. Et puis dans la musique, dans les musiciens, je veux dire, on connaît, je sais pas, le chanteur d'Offspring était biologiste. Il y a plein de cas, en fait. Donc c'est pas quelque chose qui les surprend particulièrement. Ce qui les surprend, c'est que plus que j'ai continué la recherche. Parce que souvent les gens ils se disent mais t'as besoin de faire ça? Bah, c'est juste pour mon plaisir. Voilà, mais c'est plus des questions matérielles qui les surprennent. Parce qu'en fait ils se disent pourquoi ils s'embêtent à continuer alors que tout va bien. Et inversement, dans la recherche, c'est pareil. Est-ce que vous avez des formations professionnelles liées à la musique qui influent sur votre recherche ou pareil, inversement? Je pense qu'après, c'est des domaines qui ne se parlent, enfin, qui ont tellement peu de liens. Je dirais pas des formations, je dirais qu'il y a entre la recherche et la musique, enfin, et les arts, on va dire, il y a deux prismes un peu c'est des processus qui sont assez proches dans ce qu'on pourrait appeler la recherche, parce qu'en musique, quand on compose, on fait une forme de recherche. C'est des processus qui sont très similaires, qui sont aussi fondés beaucoup sur le doute. Quand ce soit en sciences, on doute beaucoup des résultats qu'on a. On doit répéter plein de fois les mêmes choses pour être sûr que c'est vrai. Est-ce que vraiment ce qu'on est en train de dire, c'est vrai? On vérifie beaucoup de choses, on doute en fait. Le doute, c'est central en sciences. Et en fait, en art, le doute, il est forcément central parce qu'on doute beaucoup de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vraiment ce qu'on est en train de faire, c'est bien, c'est beau, ça mérite d'être enregistré, ça mérite d'être joué? Et en fait, dans les deux cas, on va chercher il y a des processus de validation qui font passer cette barrière du doute. Et en sciences, on a un protocole. On répète les mêmes expériences, on vérifie des hypothèses et ça nous permet de confronter notre hypothèse au réel. En musique, on a le processus de validation, il est un peu différent. C'est un processus qui est très interne, qui est basé sur ses émotions. Donc qui est quand même fragile. C'est-à-dire qu'on peut être un jour touché par un truc et le lendemain, non. Et puis selon comment on s'est réveillé un matin, on n'a pas forcément le même accueil à telle ou telle musique ou à telle ou telle œuvre artistique en général. Donc il y a aussi un processus de validation qui est basé sur une émotion. Si on ressent quelque chose de fort dans une composition, on a une forme de certitude que ce qu'on est en train de composer, ça mérite d'être conservé. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la recherche? Question très large. Bah, ça ça vient de tout petit. Enfin, depuis que je suis petit, je m'intéresse aux sciences. J'ai demandé un microscope pour mon anniversaire de 7 ans. Enfin, c'est un télescope. Je faisais des lamelles. Enfin, c'est vraiment un truc qui est très ancien, hein, qui vient sans doute de mes parents.
notamment de mon père, et qui se posait beaucoup de questions scientifiques sans être scientifique. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Et bon, et la passion pour la physique en particulier, parce que même si je suis dans un institut de biologie, j'ai toujours été passionné par la physique et par le fait de pouvoir formaliser mathématiquement des idées du réel. Donc il y a ce passage entre l'expérience du réel et le formalisme abstrait des mathématiques, c'est quelque chose de fascinant, qui est l'essence de la physique et qui m'avait toujours passionné. Et voilà, donc je me suis dit, si je peux faire ça, je le fais. Et puis les études ont fait que j'avais des capacités et que du coup j'ai continué là-dedans. Mais c'est très ancien. Vous travaillez dans le domaine de, comme on dit en français, l'apprentissage machine, donc le machine learning. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste et si c'est essentiel dans la recherche aujourd'hui? Est-ce que cette nouvelle manière de chercher se retrouve dans plusieurs domaines? Est-ce que vous la voyez, vous l'avez vu oui, arriver? c'est essentiel. Après, moi je suis un expérimentateur essentiellement. J'ai fait un postdoc en apprentissage dans une équipe qui fait de l'apprentissage machine, d'ailleurs, qui fait partie de ce beau bâtiment là qui est derrière. J'ai été en postdoc dans une équipe, l'équipe de Simona Coco et Rémi Monasson, qui sont des chercheurs de l'École normale supérieure et qui ont des bureaux pas loin d'ici. Et donc, pendant ce long postdoc, j'ai appris l'apprentissage machine. C'est sous deux angles, disons. Il y a un aspect, on va dire, d'outils méthodologiques. Au même titre que la microscopie pour enregistrer l'activité dans un cerveau ou dans un tissu biologique, l'apprentissage machine est un outil pour analyser des données, un grand nombre de données. Et ça, je pense que tout le monde en est à peu près conscient. L'ENS et PSN en général a développé un centre de biologie computationnelle qui s'appelle QBio, dans lequel justement PSL réunit les équipes qui travaillent à la frontière entre la biologie et la théorie. Et une partie de ces équipes, dont l'équipe de Simona Coco et Rémi Monasson, mais d'autres aussi, utilisent des outils venant de l'apprentissage machine pour analyser et interpréter les données biologiques. En parallèle, disons que l'histoire, elle est là où elle est intéressante, c'est qu'il y a notamment celle du prix Nobel de physique qui est de 2024, dont John Hopfield et Jeffrey Hinton, c'est que l'apprentissage machine est né en partie d'idées venant de la physique, notamment de la physique statistique, et notamment d'une école qui a commencé dans les années 60-70 avec une figure notamment Giorgio Parisi et d'autres figures importantes, Giorgio Parisi ayant eu le prix Nobel il y a quelques années, qui est un physicien, théoricien qui vient de la physique des systèmes complexes. Et donc on a toute une école de la physique statistique, donc de laquelle j'ai été formé, d'où je viens, on va dire, scolairement, qui a développé des outils mathématiques pour comprendre des systèmes qu'on appelle les systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes qui sont composés d'un grand nombre d'agents. Donc c'est le cas dans un cerveau, c'est le cas dans un ensemble de gènes, et c'est le cas dans une population si on analyse si on fait de l'épidémiologie, par exemple. Et donc ces outils-là de la physique ont donné énormément de développements différents, et l'un d'eux a été le modèle qui a donné le prix Nobel à John Hopfield, qui est le modèle d'Hopfield, qui est un modèle qui formellement décrit un processus d'apprentissage. Et quand je dis formellement, c'est mathématiquement. Et donc ce modèle-là, qui propose un modèle formel basé sur ces outils de la physique statistique, d'un réseau qui serait capable d'apprendre, a été une des premières pierres vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle moderne, puisqu'ensuite il a été utilisé pas pour analyser le cerveau, parce qu'en fait c'était à l'origine, l'idée d'Hopfield était de faire un modèle de l'apprentissage dans un cerveau biologique, mais comme à l'époque, évidemment, les données biologiques n'étaient pas très avancées, c'était difficile d'enregistrer l'activité dans un cerveau in vivo, et certains chercheurs ont récupéré ces idées-là pour en faire des machines qui apprennent. Ils ont donné comme ça les premières machines modernes d'IA. Et donc il y a un lien en fait entre les deux approches. L'apprentissage machine est à la fois un outil pour analyser les données, mais en même temps il est construit avec des structures qui suivent qui imitent en tout cas, celles qui pourraient être en place dans le cerveau. Donc il y a des parallèles à la fois
sur l'aspect méthodologique et en même temps sur la construction même de ces outils-là. C'est pour ça que c'est un enjeu central, notamment en neurosciences. Aujourd'hui, les neurosciences cherchent à comprendre comment un cerveau apprend. C'est une des grandes questions des neurosciences. Évidemment que les machines qui sont capables d'apprendre, peut-être, peuvent nous donner des informations, en tout cas nous guider sur des manières d'interpréter et de comprendre comment un cerveau biologique apprend. Donc les parallèles, ils sont évidents et ils existent au sein de l'ENS. C'est pour ça qu'il y a un département comme Cubio qui essaye de faire le lien entre des équipes de neurosciences et des équipes qui font de la théorie ou de l'apprentissage machine, et au sein aussi du département de sciences cognitives, où plusieurs équipes s'intéressent justement à la co-compréhension des machines qui apprennent et du cerveau. Voilà. Donc c'est une zone fascinante de recherche qui va, on l'espère, donner de grands résultats dans les années qui viennent, mais pour l'instant, on n'en est pas au balbutiement, mais je pense que ça fait évidemment plusieurs années, une dizaine d'années qu'on peut le faire, mais on est à une période où les outils méthodologiques pour analyser et observer le vivant sont suffisamment avancés pour enfin pouvoir confronter les outils théoriques de l'apprentissage à la réalité biologique. Voilà. C'est à cet endroit-là qu'on est dans mon équipe, dans l'équipe où je suis, dans l'équipe de Laurent Bourdieu, au département de l'Institut de biologie, et on travaille en interaction évidemment avec des équipes de théoriciens ici, des équipes du département de sciences cognitives. C'est une question générale dans le domaine des neurosciences. Voilà. Comment vous percevez l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'art? Est-ce que c'est pour vous un progrès pour l'instant ou plutôt un danger dans la manière dont c'est utilisé? C'est dans la manière dont c'est utilisé, je pense que c'est très important de rajouter ça, parce qu'en fait, comme outil simplement pour un musicien, comme un outil de travail pour chercher, composer, voire pour expérimenter des choses, je trouve que c'est un outil de plus et ça peut être intéressant. Et notamment, on n'a pas parlé de quelque chose, c'est que moi j'ai aussi des projets à la frontière entre art et sciences, mais d'un point de vue formel, où je travaille avec des gens de l'IRCAM et des gens du laboratoire d'acoustique musicale à la Sorbonne Université. Et donc, il y a plusieurs projets, mais il y en a un qu'on commence. On n'a pas commencé formellement, mais j'aime bien parler de son travail. C'est quelqu'un qui s'appelle Jérôme Nica, qui a travaillé à l'IRCAM et qui a développé un algorithme qu'on pourrait appeler d'intelligence artificielle, mais on va dire on l'appelle comme ça parce que c'est à la mode de dire ça. C'est ce que font les médias. Et donc, c'est un synthétiseur qui peut faire de la co-improvisation. Et donc, il a mené des expérimentations avec notamment des gens du milieu du jazz, avec des gens du rock. Et donc, il y a l'idée de faire qu'on fasse quelque chose ensemble. Je pense qu'à cet endroit-là, l'intelligence artificielle est un outil très intéressant de recherche et d'expérimentation. Au même titre que il y a historiquement en musique, notamment en musique contemporaine, le dialogue entre les sciences et la musique a été très fécond. Je pense ça peut être de la musique très ancienne, mais on peut parler de musique plus récente, notamment chez Ligeti, des compositeurs plus contemporains, chez Steve Reich, où c'était des enjeux liés vraiment à des problématiques de physique. Donc je pense que le dialogue entre des outils méthodologiques et la science et la musique, et les arts en général, mais la musique en particulier, a toujours été fécond et on peut pas, ça serait un peu ridicule de dire qu'il faut tout jeter. Par contre, l'intelligence artificielle utilisée pour entraîner des algorithmes sur des musiques, sans en avoir parlé aux ayants droit, aux compositeurs, aux compositrices, aux interprètes, aux labels, ça c'est interdit. Enfin, je veux dire, en fait, on est quand même juste sur une question légale. Et évidemment, certains algorithmes que j'ai déjà utilisés, notamment, j'en cite un, Suno, c'est impressionnant les résultats qu'ils sont capables de produire. Simplement, quand on écoute, on entend que ça a été entraîné sur Nino Ferrer. Pour avoir demandé une chanson dans le style de Nino Ferrer, on entend c'est Nino Ferrer. C'est-à-dire que, évidemment, moi qui connais les algorithmes un petit peu, je sais comment fonctionne ce genre de machine, évidemment que ça a été entraîné sur ça. Et c'est très bien, le résultat est impressionnant. Simplement, il serait bien d'en parler à ceux qui ont écrit la musique, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc il y a un moment où il va falloir trouver
une manière de créer une législation autour de ça. Après, c'est sûr que le développement de ces intelligences artificielles va avoir un impact sur une partie du travail des musiciens, notamment des compositeurs, dont certains et certaines vivent sur la composition d'œuvres qui peuvent être très courtes, notamment dans la musique à l'image, qui peuvent être... souvent, c'est un domaine où il y a beaucoup de travail et d'argent en fait, pour les compositeurs et compositrices. Et à cet endroit-là, les IA vont sans doute prendre la place, une certaine place. Et ça, c'est sûr que c'est triste d'une certaine manière. Il va falloir trouver une manière de changer un peu les choses. Mais ça, je ne sais pas. De toute façon, c'est des réflexions qu'on mène. Il y a des groupes de travail qui réfléchissent à tout ça au sein du CNM, du Centre national de la musique, au niveau de l'État et au niveau, évidemment, des labels. Il va falloir trouver un moyen de faire exister ces deux choses. On a la même question au niveau du graphisme, au niveau de l'image, et au niveau des vidéos aussi. Voilà, on peut générer aujourd'hui avec Intent AI une vidéo sur un sujet qui est impressionnante. Après, on se rend compte que c'est une IA pour l'instant. Voilà. On ne peut pas avoir d'avis tranché. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut que la société s'empare de ces sujets-là et légifère sur ces questions-là. Parce qu'en réalité, ici, on est dans un bâtiment qui connaît très bien l'IA. Je veux dire, on est à Paris Santé Campus. La moitié des gens utilisent des IA pour analyser des données, que qu'elles soient biologiques ou médicales. On sait très bien comment on fait, comment ça fonctionne. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser pour entraîner tel ou tel algorithme. Donc, c'est un peu bizarre que ça mette autant de temps pour légiférer sur ces questions-là. Voilà. Tout le monde est au courant de ces algorithmes, les connaît. On a des gens spécialisés en France sur ces sujets-là. Et ça met des années et des années, le temps que tous ces droits soient volés, en fait. Voilà, il y a un moment où il faut être honnête avec ça.